La majorité des entreprises, quand ils définissent une stratégie, la plupart du temps, ils vont tous choisir on est customer-centric. Que la quantité de gens que je rencontre qui me disent « Mais nous, on est les meilleurs. » Je suis comme « OK. Mais tout le monde me dit ça. Tout le monde peut pas être les meilleurs. » Ça me fait capoter. Ah, nous autres, on est super bons en expérience client. Tu le mesures-tu? Ah non, mais je le sais qu'on est bon. Je le sais, c'est ça. Tout le monde le sait. Minute. Tout le monde le sait. Avant de dire que tu es bon, mesure-le. Démontre que tu es meilleur que ta compétition, démontre X, Y, Z. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une plateforme comme tu crées là. C'est comme, on va dire, c'est la base, mais la moitié du monde ne le fait pas. Ouais. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Philippe Genois, bienvenue. Merci de m'accueillir. Super contente que tu sois ici avec nous, Philippe, parce que tu es à la tête, donc cofondateur et PDG de InputKit, donc une plateforme bien connue ici au Québec pour l'expérience client. On va avoir la chance d'en reparler, mais moi, ce qui m'a impressionné le plus de ton parcours quand on s'est parlé, c'était de voir, dès ton jeune âge, cet esprit entrepreneurial-là, de ne pas avoir peur de foncer. Et aujourd'hui aussi, tu es coach. Et pour les jeunes qui ont des idées différentes puis qui ont envie de foncer, puis tu veux justement partager cette bonne nouvelle-là. Fait que moi, c'est souvent l'humain, hein, tu sais, l'histoire derrière, oui, tu as vécu de l'hypercroissance, tu es en train de vivre l'hypercroissance dans ta business, mais j'aime toujours connaître un peu l'humain. Puis, on a-tu le droit de dire ton âge? Ben oui. Oui. 31 ans. 31 ans. Donc, un jeune de 31 ans, mais t'es pas à ton premier rodéo, comme on dit en bon québécois. J'ai commencé pas mal jeune. Tu as commencé pas mal jeune, l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est ça qui est le fun de jaser, puis de voir quelque chose de différent. Fait que raconte-moi un peu ton parcours. Ben, tu sais, moi, je suis tombé un peu sur l'entrepreneuriat par chance avec des publicités YouTube, qu'on pourrait s'en parler si tu veux, mais c'est ça, je trouve que ça pourrait être un petit peu plus parlé quand on est jeune que l'entrepreneuriat, c'est un chemin possible parce que si tu viens pas d'une famille entrepreneuriale, tu le sauras sûrement pas ou beaucoup trop tard dans ta vie. En tout cas, fait que moi, j'ai découvert que c'était un chemin possible pour moi dans un moment que je me cherchais, je me voyais pas aller à l'école. J'ai toujours détesté ça, être assis 3 heures devant un prof qui m'explique des choses que genre j'ai pas besoin aujourd'hui. Là. Tu vas être capable de rester assis 1 heure avec moi, Philippe? Ça devrait. Ça devrait? OK. C'est bon. Non, mais tu sais, c'est parce que puis là, je diverge, mais comme tu sais, à l'école, tu apprends quelque chose que tu n'as pas besoin nécessairement ever de ta vie ou pas dans les prochaines semaines. Puis ça, j'ai vraiment de la difficulté. Alors que si j'ai un défi en ce moment, puis tu me donnes un cours là-dessus, je vais être l'étudiant le plus attentif puis qui va te poser les meilleures questions. Fait que, bref. Fait que moi, c'est ça. Je viens vraiment pas d'un milieu entrepreneurial du tout. J'étais à l'école, j'aimais pas ça, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je savais que le chemin traditionnel de comme travailler, d'avoir une stabilité, ça me dégoûtait au plus profond. OK. Mais je savais pas quoi d'autre que je pouvais faire de ma vie. Fait que je me suis comme noyé un peu dans les jeux vidéo, puis je me suis dit, au lieu de répondre à la question qu'est-ce que je veux faire, ben je me suis juste noyé dans les jeux vidéo, puis comme à gamer comme 14-16 heures par jour, puis j'étais comme, je penserai à ce problème-là plus tard. Pour l'instant, je vais juste comme oublier que j'ai une réponse, une question importante à répondre. Une question importante, oui, mais qui est normale aussi, là, quand on est ado, je veux dire, on n'a pas toutes les réponses non plus. Là. Ben, tu sais, mon cercle au primaire puis au secondaire, souvent les gens savaient un peu, moi, je vais être camionneur, je veux faire ci, je veux faire ça. Moi, j'étais comme, je sais pas ce que je veux faire. Là. Genre, je voulais juste faire l'inverse de mes parents parce que, j'étais un peu rebelle, je pense, comme jeune. Oui. Plusieurs enfants dans la famille? J'ai juste une sœur.
Puis mes parents étaient en informatique, donc je voulais faire tout sauf l'informatique. C'est ça qui est ironique un peu qu'aujourd'hui je sois là-dedans. Oui. Mais fait que c'est ça. J'ai oublié ta question, mais je viens pas du tout d'un milieu entrepreneurial. Tu viens pas d'un milieu entrepreneur, mais tes parents avaient cette expertise-là informatique. Puis là, effectivement, il y a une génération de gaming. Est-ce que tu es un sportif plus jeune? Oui. Très gros sportif. Hockey, course, le badminton, volleyball. OK. Sportif, t'aimes les jeux vidéo. Ouais. Compétitif. Ouais. Là, t'as-tu monté? Parce qu'on peut monter dans les jeux vidéo. Là. Moi, j'ai un jeune là, qui disait à un moment donné qu'il voulait gagner sa vie avec les jeux vidéo. Je pense qu'ils ont toute une phase qui passe par ça. Là. Je sais que tu peux gagner ta vie, mais tu seras pas fulfilled. Je pense pas que tu vas te sentir bien. Moi, je me suis rendu quand même au niveau dans plein de jeux comme World of Warcraft et tout. Mais comme tu finis de gamer puis tu te sens comme un tas de merde, on va se le dire. Tu n'as aucun skill social. Moi, il a fallu que je rattrape ce retard-là social pendant des années parce que moi, tout ce que je faisais de mes étés, c'était de gamer. Alors que, mettons, mes cousins allaient dans des camps de jour être animateurs. Puis, c'est ça que j'aurais dû faire avec du recul. Mais fait que le gaming, je pense que c'est un petit peu dangereux. Puis, j'ai une personnalité très addictive. Si je fais de quoi, je vais le faire vraiment intense. Puis, je veux être le meilleur au monde. Fait que pour moi, le jeu vidéo, ça n'a pas été bon du tout. Mais addictive / entrepreneur, là, ils ont tous un petit hic, là, workaholic. C'est ça, intensité là-dedans. Puis ta période de jeux vidéo, ça a duré combien de temps? Toute ma jeunesse, jusqu'à comme 17-18 ans. Puis c'est là que je suis tombé sur une publicité d'un certain Tai Lopez qu'on connaît pas mal tout aujourd'hui. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais c'était un gros influenceur américain. Oui. Son message résonnait tellement avec moi. C'était genre, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, mais tu veux plus. Tu veux avoir le contrôle de ta vie, pouvoir voyager, faire ce que tu veux. Puis j'étais comme, OK, c'est ce que je veux. Dis-moi en plus. C'est là qu'il partageait son programme de 67 Steps, de comme, je vais tout t'apprendre ce que les gens les plus successful au monde ont comme habitude et tout. Puis après 67 jours, tu vas voir, ta vie va changer, puis tu vas comme pouvoir partir ta business et tout. Fait que moi, le vrai dream, American dream. Puis moi, je suis embarqué tellement naïvement là-dedans, fait que ça a bien fonctionné. Mais j'ai commencé à lire beaucoup de livres. C'est ça qu'il disait, lui. C'est vraiment important de lire des gens, mettons Rich Dad, Poor Dad, ou des livres très entrepreneuriales ou comme ça. Fait que j'ai commencé à lire, puis j'ai mis cette intensité-là dans la lecture et mes projets plus avec potentiel que gamer. Puis depuis ce jour-là, j'ai pas touché à un jeu vidéo de ma vie, puis je pense que c'est mieux comme ça. Oui. Fait que tu as réinvesti l'énergie que tu mettais dans les jeux vidéo dans quelque chose qui allait te rapporter probablement plus comme carrière, comme alignement. Mais tu avais probablement une compréhension de la technologie pareille à travers ou comprendre des systèmes ou comment ça fonctionne. Ouais, c'est sûr que le gaming, ça l'aide à ça. Tu sais, souvent, tous mes amis, on vit un peu de ce monde-là de gaming. Fait qu'on a appris l'anglais très jeune. Oui. Ça nous a appris à être bon avec les ordis, veut pas, à être un petit peu plus tech. Fait que oui, c'est sûr que je venais de ce milieu-là, mais j'ai tout le temps eu cette... En fait, moi, j'aime bâtir des choses, puis la tech, c'est que ça te donne une opportunité de bâtir des trucs avec un petit investissement. En fait, c'est juste de ton temps que tu as besoin, right? Si je veux bâtir une maison, sûrement que j'aimerais ça partir d'une idée, faire le plan, puis tout, sauf que ça prend combien de capital pour faire ça quand tu as 17 ans? Alors que là, j'allais sur YouTube, j'apprenais à coder, puis je partais d'une idée, puis je créais des jeux vidéo, je créais des logiciels, je créais des sites web pour des compagnies. Fait que c'est ça que moi, j'ai toujours aimé. Puis la tech, je pense que je suis allé là-dedans plus parce que c'était comme moins de barrières à l'entrée pour un jeune créatif qui a envie de faire de quoi. C'est ça. Puis, fait que là, tu fais ton parcours de 67 jours. OK, qu'est-ce que ça donne? Ben, pour vrai, ça allait changer ma vie. Là, quand je veux pas vendre son programme. En ce moment, il y a comme une affaire qui se passe sur ce gars-là aux États-Unis. Fait que bref, mais moi, dans le temps, ça m'a vraiment aidé. C'est que t'as décroché. Ça m'a ouvert les yeux. Tu sais, chaque capsule, c'est comme 1 heure ou 2. Puis c'était comme, mettons, Charlie Munger, c'est quoi ses principes à lui de vie. Puis là, à chaque jour, t'apprends des affaires. Puis ça l'a forgé mon mindset, vraiment. Mes réflexes, mes façons de penser, mes façons de voir la vie. Que comme plus que tu crées de valeur, plus que tu vas avoir d'opportunités qui vont venir à toi, tu sais. Fait que c'est ça a changé ma vie. J'étais dans une relation dans ce temps-là. J'ai laissé tout ça. J'ai parti ma première business. Je me suis créé ma première enregistrement sur le REC, là, où je travaille les entreprises. Et j'ai commencé à créer des jeux vidéo sur le App Store. Puis d'avoir de la publicité pour faire des sous avec ça. Okay. Fait que c'est là que ça a commencé. J'avais 17 ans dans ce temps-là. OK, wow, quand même.
Puis là, raconte, qu'est-ce qui se passe après? Ben après ça, j'ai fait ça pendant un petit bout. Je suis allé à l'université. Au début, j'ai adoré l'université. J'étais allé en informatique. C'est quand même ironique, là, mais j'étais allé en génie logiciel. Au début, c'est ça. J'aimais vraiment mon université, mais après, comme un an, je sais pas. Je pense que c'est à ce moment-là, en fait. J'étais déjà à l'université. C'est là que j'ai vu Tai Lopez. Puis j'ai mis mon focus qui était sur l'université sur mes projets personnels. Fait que là, justement, jeux vidéo, je me suis incorporé à une compagnie de création de sites web pour les PME dans le temps. Là. Avec WordPress, je faisais des sites. Puis je chargeais clairement pas assez cher. Mais en tout cas, classique. Là, genre, j'apprenais à faire du code, puis je facturais genre 1000$ à une compagnie, puis j'étais tout content. Ouais. J'étais allé faire un stage chez Desjardins. J'ai rencontré Jean-Philippe, qui est aujourd'hui mon co-founder d'InputKit. Mais dans le temps, il travaillait sur un projet vraiment trippant dans le domaine de la santé au Québec, qui est super connu aujourd'hui, qui s'appelle Doctor, DOCTR, qui est encore disponible aujourd'hui. Tu veux aller à l'urgence, mettons, pour tes enfants ou quoi que ce soit, ben tu veux pas attendre 15 heures à l'urgence. Fait que tu allais là-dessus, puis nous, on te donnait le taux d'occupation des urgences dans ton coin. Quitte à faire 1 heure de route, ben tu vas attendre 5 heures de moins, mettons, à l'urgence. Ouais. Fait que lui, il travaillait là-dessus. Je trouvais ça tellement cool. Fait que j'étais comme, je peux-tu être stagiaire? Payez-moi même pas. Genre, je vais juste comme vous aider gratuitement. Tu sais, le mindset de comme, apporte de la valeur puis ça va venir vers toi après, ça m'a vraiment aidé à ce moment-là parce que sinon, classique, c'est comme, OK, moi, je veux des actions, des one, je veux ça en retour. Mm-hmm. Donc, commence par créer de la valeur, tu sais, gratuitement, puis le monde, ils vont voir qu'ils peuvent plus se passer de toi. Fait qu'après 6 mois, ils m'ont pris comme cofondateur. Je suis rentré dans l'actionnariat. Puis c'était vraiment une belle expérience. On a rencontré M. Barrette, le ministre de la Santé dans ce temps-là. On voulait faire subventionner cette application-là parce qu'essentiellement, c'était gratuit. T'sais. Mais ça l'aidait vraiment. On avait comme quasiment un bon pourcentage de la population québécoise qui utilisait ça. Là. Je veux dire, on passait dans les médias, puis on avait des spikes de 40 000 downloads en un matin. C'était incroyable. Puis ça l'aidait vraiment le Québec à mieux répartir un peu dans les urgences. Puis on éduquait aussi sur le fait que d'aller en urgence, ça coûte 7 fois plus cher que d'aller en clinique le lendemain matin. Là. Tu comprends-tu à quel point ça coûte cher? Puis ta petite grippe, elle peut attendre à demain matin, là, tu ne seras pas mort. Fait que bref, on aidait vraiment comme le système de la santé, puis ça a été plate comme ils ne veuillent pas financer notre projet. Donc, on était finalement, après comme 2 ans, 3 d'entre nous, on était 5. Donc, 3 d'entre nous, on est partis. On s'est fait racheter par les 2 autres. Puis, mais ça fonctionne encore si vous voulez aller à l'urgence. Oui, il faut l'utiliser. Oui, ouais, okay. C'est vraiment cool. Mais c'est ta première, c'est comme la première expérience d'application, la piqûre, de prendre une problématique, parce que c'est ça, je pense, ta plus grande force aussi, tu sais, Philippe, c'est d'identifier des vraies problématiques ou des enjeux, puis d'offrir une solution technologique pour répondre à ça. 100%. Puis, tu sais, quand je suis arrivé chez Desjardins, c'était un stage de 4 mois, puis après 2 jours, je savais que c'était pas fait pour moi, pas en tout. Là, je vais te raconter une chose, tu vas comprendre un peu l'histoire. Là. Dans le fond, quand nous, on fonctionnait par Scrum, c'est à peu près 2 semaines de travail. À la fin du 2 semaines, on avait ce qu'on appelait un Scrum Feedback. Donc, on s'assoyait toute l'équipe dans une salle. Chacun avait l'opportunité d'écrire sur un petit post-it des idées. Tu les mettais au tableau. Puis après ça, le Scrum Master, donc la personne qui organise un peu le Scrum, prenait un post-it à la fois puis disait, c'est qui a donné cette idée-là? Lève-toi puis explique-la à l'équipe. T'sais. Puis moi, je suis naïf, j'en écris genre 12 post-it. Puis le monde, en général, ils n'en écrivent pas. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent chez Desjardins, ils en ont fait 1 dans leur vie. T'sais. Fait que là, 12 fois, je me lève, j'explique mes idées. Puis c'était, honnêtement, avec du recul, c'était des bonnes idées. Là, genre, ça réglait des processus ou des choses qui marchaient trop pas dans leur façon de faire. Que toi, ça t'a pris 5 minutes à comprendre. Là? Exact. J'étais comme, ça fait pas de sens. Hein. Fait que, puis ils ont turn down mes 12 idées là, de comme, t'es qui, toi, le stagiaire? Genre, assis-toi. Ouais, le petit jeune, là. Ça fait 2 semaines que t'es là. Tu sais, qu'est-ce que tu dis? Tu connais rien. Là, hein? Ouais. Puis quand je suis parti de Desjardins 4 mois plus tard, Jean-Philippe était toujours là. Puis il m'a dit, la moitié de tes idées, ils les ont mis. Là. Wow. Fait que, tu sais, déjà là, j'étais comme, OK, une grosse entreprise comme ça, un gros bateau qui tourne pas, puis des gens qui ont une réticence au changement. Moi, je suis l'inverse de ça. Là, moi, j'aime ça quand ça change, j'aime ça quand ça bouge vite. Fait que j'ai compris assez vite que la grande entreprise, c'était pas pour toi. C'était pas pour moi. Ben oui. Ouais. Fait que là, tu quittes Desjardins. Je quitte Desjardins pour travailler sur Doctor, justement, dans ce temps-là. 2 ans plus tard,
On se fait racheter. Moi, je pars à une autre startup en tech qui vient d'un problème que j'ai vécu dans ma vie. Je commençais à vouloir investir dans des plex en immobilier parce que j'avais des chums qui le faisaient dans le temps. Puis, qu'est-ce que tu fais quand tu veux chercher un plex? C'est classique. Tu vas sur Centris, tu vas sur du Proprio, tu vas sur Remax, puis tu cherches des plex. Mais tu sais, moi, j'allais d'informations du Club des investisseurs, puis il disait il y a des ratios, il faut que tu regardes, il y a des façons de trouver des aubaines. Mais nulle part, tu pouvais filtrer dans ces plateformes-là par distance ou par multiplicateur de revenus net brut. J'étais comme, ça n'a aucun sens. Je perds combien d'heures par semaine à chercher alors que je peux juste l'automatiser. De là est venue mon autre idée, Meplex, que ça s'appelait. C'était la plateforme pour les investisseurs immobiliers du Québec qui veulent trouver des aubaines, des plex avec des ratios. Tu sais, souvent, c'est que les gens, ils ont genre leur petit Excel puis ils calculent ça à la main, mais ils perdent des heures. Je sais comme, voyons là. Fait qu'on chargeait, je pense, 25$ par mois, puis tu avais accès à toute la base de données. Puis ça, c'était quand j'ai trouvé quelque chose qui marche enfin, là, c'est nice. Finalement, Centris, tu connais peut-être un peu le monde immobilier au Québec, mais c'est comme un peu une... je ne veux pas dire le mot, là, mais ils contrôlent un peu leur data, puis finalement, on n'avait pas le droit de faire ça. Il a fallu qu'on ferme tout. Ça, c'était genre en 2015 à peu près. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé InputKit. Okay. Avec Jean-Philippe, que je connaissais déjà. Que lui avait fait son temps aussi dans l'auto-organisation, puis il avait un background technologique, lui, j'imagine? Oui, lui, il a comme 10 ans de plus que moi. Fait que quand on était chez Desjardins, je le voyais un peu comme le senior dev. Là. Puis quand on a quitté Doctor, puis il a su que je travaillais sur InputKit au début, il était comme « si t'as besoin d'aide. » OK. Puis comment est arrivée l'idée d'InputKit? Ouais. Ben là, écoute, ça, c'est une longue histoire parce que je te mets en contexte, ça fait 5 ans que j'essaie de partir des projets. Il n'y a rien qui lève financièrement. J'étais parti de chez mes parents à 17 ans. Il a fallu que je revienne parce que j'avais plus une scène. Puis ça fait 5 ans qu'il n'y a rien qui fonctionne. Tout le monde doute de moi. Même mes parents sont comme là, c'est quand tu fais comme ta soeur. Tu es intelligent, elle va te trouver une job, va finir ton bac. Si tu fais quelque chose de productif, tes projets, tu vois bien que ça ne lève pas. Fait que là, ça, c'est le contexte un peu là, de comme. Ouais. Puis là, finalement, j'ai décidé d'acheter une formation aux États-Unis qui s'appelait, je traduis en français, mais comment partir ton entreprise de logiciel si tu n'as pas d'argent et pas d'idée. J'étais comme, c'est moi, ça. J'ai pas une scène, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. J'étais allé emprunter, je pense que ça coûtait comme 3500 US la formation. J'étais allé voir ma mère, j'ai emprunté cet argent-là. Puis la formation, c'est ça qui m'a permis de partir InputKit, mais l'idée est vraiment intéressante, puis je veux la partager. C'est qu'au lieu de partir d'une idée que tu as d'un projet, va sur le terrain, parle avec des entrepreneurs, pose des questions, trouve des vrais problèmes qu'ils veulent payer pour résoudre. Donc, InputKit, c'est parti de là, tout simplement. Il a fallu, je dis ça comme si c'était simple, c'était vraiment dur, là. Mais il a fallu que j'avais pas de contact dans ce temps-là. Fait qu'il a fallu que je sorte de ma zone de confort, je fasse du cold call, j'aille rencontrer des propriétaires d'entreprise. Puis, tu sais, dans ma tête, j'étais genre, pourquoi ils voudraient me rencontrer, le jeune qui a 22 ans? Je vais les déranger, ils ont d'autres choses à faire, mais comme vraiment pas. Les gens, la plupart des gens au Québec qui ont eu de l'aide au début de leur parcours, ils veulent redonner, ils voient un petit entrepreneur sharp, souvent, ils sont super ouverts à donner du temps. Il ne faut juste pas que tu leur fasses perdre leur temps non plus. Donc, j'ai posé des bonnes questions, puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de problèmes que je pouvais résoudre. Puis un des problèmes, c'était le manque de feedback des clients et la difficulté d'aller chercher des avis Google chez nos clients qui sont satisfaits. Puis l'idée, c'était comme si j'automatise un processus qui le fait pour toi, qui va collecter du feedback automatiquement, puis qui va s'assurer que quand tu as des clients satisfaits, mais qu'ils le disent publiquement sur Google, serais-tu prêt à payer pour ça? La réponse a été oui. Fait que là, le programme, il me dit, demande un dépôt avant de développer. Après ça, trouve-toi un développeur. Là, Jean-Philippe, c'est là qui est venu avec moi pour confonder ça. Puis on a bâti la plateforme tout simplement comme ça. Puis ça paraît simple, mais c'est quand même tough à faire en pratique. Mais le concept, il est super important puis il fonctionne bien. Fait que là, ça a été combien de rencontres terrain avant d'identifier l'idée, justement, tu sais, de dire, regarde, là, c'est le feedback client. Puis... Ça a été des centaines. Puis, tu sais, je viens pas d'un background de vente, mais là, aujourd'hui, je le sais que c'est normal, mais j'ai fait des centaines. Tu sais, un taux de conversion. Mettons, tu parles à 100 personnes, s'il y en a 3 qui te répondent, c'est bon. Mais moi, je savais pas ça dans le temps. J'étais genre, pourquoi le monde est mignon? Hein?
Fait que non, j'ai dû parler pour vrai à des centaines et des centaines et des centaines de chefs d'entreprise pour me faire dire oui à peut-être 50 rencontres. Puis ces 50 rencontres-là, j'ai trouvé plein de problèmes. Puis ces deux-là, c'était les plus récurrents, mettons, entre les rencontres que j'ai eues. Mais ouais, ça a été beaucoup de rencontres. Puis c'était dur parce que j'avais aucun contact, je savais pas comment bien communiquer. Comment tu servi de LinkedIn? De quoi tu t'es servi? Mon téléphone puis mon courriel, la titre. Ah oui. Ben, LinkedIn, j'invitais du monde. J'ai eu quelques rencontres via LinkedIn, mais c'était principalement appel courriel dans ce temps-là. J'avais 40 connexions LinkedIn, tu comprends? Oui. Je pense pas que ça m'aurait aidé. Là. Ça allait vite. Puis là, on est en quelle année? Là, on est aux alentours de quoi? 2017 peut-être, quand tu commences? Ou... J'avais comme 24 ans. Fait que, ouais, 2016-2017. OK. Fait que là, tu as 24 ans. Là, tu as ton collègue de Desjardins qui vient te rejoindre. Ouais. Et là, vous décidez de cofonder une entreprise qui s'appelle InputKit. Ouais. OK? 100% québécoise. Ouais. Fait que raconte un peu comment ça fonctionne. Ben c'est ça. Ça a été, tu sais, je raconte ça, ça a été quand même des années d'apprentissage là, parce que c'était ma première vraie business dans laquelle j'avais les deux mains sur le guidon puis je devais faire de la vente. Moi, j'étais un gars plus produit technique, j'aime développer, mais faire de la vente, c'était pas facile pour moi. Donc, il a fallu que j'apprenne. Ça a été super long. Nos 100 premiers clients, ça l'a pris comme 4-5 ans, tu comprends? Fait que c'était super long. Parce que ma zone de confort, ça a tout le temps été de revenir vers le produit, alors qu'il aurait fallu que je fasse plus d'appels, plus de rencontres. Fait que, puis il a fallu que je me développe comme entrepreneur beaucoup. Là. Tu sais, j'ai tellement appris, mais au début, c'est ça. Tu portes 1000 chapeaux, tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux faire. En fait, tu sais un peu ce que tu veux faire, mais tu n'as pas le choix de faire tout le reste parce que ça se fera pas tout seul. Tu as toute la liste des rôles, là. Ils t'appartiennent tous. Ouais. Ça a pris jusqu'en 2020 que j'engage mon premier représentant des ventes. 5 jours avant la COVID. Fait que ça, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'il commence, je commence à le former. Là, t'as le go qui nous dit qu'il faut qu'on ferme la business puis que tous nos leads dans le pipeline, ils veulent plus closer à cause de ça. Mais après la COVID, ça a super bien été. Vincent, le représentant, le premier que j'ai engagé, qui est plus là aujourd'hui, là, mais ça l'a vraiment aidé parce que j'ai comme pu avoir quelqu'un qui faisait juste penser aux ventes tous les jours. Puis moi, ben, je pouvais faire un petit peu plus ce que j'aimais. Exact. Ça a-tu été le premier employé? Ça a-tu été le premier? Tu avais le développeur, ton cofondateur. Toi, tu étais dans la vente. Lui, il était plus dans l'application. Ouais. Après ça, vous avez embauché votre premier employé, c'était un représentant. Okay. Après ça, c'était service à la clientèle. Ouais. OK. Puis là, comment ça marche? Fait que là, aujourd'hui, on sait qu'on a plus de 2000 entreprises sur cette plateforme-là, InputKit. Juste pour donner un petit peu la croissance puis le chemin parcouru. Mais comment tu développes l'application pour qu'elle soit utile, tu sais, dans le fond, aux usagers? Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement d'applications. Ouais. Ben, je vais te donner un exemple super concret. Mettons une clinique dentaire. Okay? Tu as des centaines ou des milliers de patients qui viennent pour faire des nettoyages d'hygiène ou quoi que ce soit. Tu as 10 salles dans lesquelles tu as des hygiénistes, des dentistes, des assistantes qui font des traitements sur des patients. Puis, mettons, la gestionnaire, elle ne sait pas trop ce qui se passe dans les salles. Souvent, ils investissent en Google Ads pour acquérir des nouveaux clients, de la nouvelle patientèle. Mais ton patient qui est venu pour la première fois, tu ne sais pas s'il a eu une bonne expérience ou pas. Donc, nous, comment que ça fonctionne, c'est qu'on se connecte avec les plateformes de gestion, mettons Dentitech ou toutes les plateformes au Québec, là, pour automatiquement, lorsque le rendez-vous est terminé, on va aller questionner par texto, par courriel, le patient. C'est pas comme un sondage à 50 000 questions que personne ne veut répondre. Notre taux de réponse est comme à 50 à 60 % parce qu'on rend ça humain, on rend ça facile, short and sweet pour le client. Donc, la gestionnaire, elle, c'est comme si elle avait maintenant une paire de lunettes sur toutes mes salles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces clients-là sont contents ou pas? Puis s'ils ne sont pas, ben, je vais le savoir aujourd'hui au lieu dans 6 mois quand on le rappelle pour son hygiène puis il dit qu'il a changé de clinique. Puis de l'autre côté, ben, quand on a des clients qui sont satisfaits, nous, on est très bon pour les convertir en avis Google. Oui. Mais ça se fait-tu de manière automatique, ça? Comment ça fonctionne? Oui, c'est 100% automatique. Peu importe dans quel domaine. On est beaucoup dans la santé privée, là, donc dentaire, médecine privée, médico-esthétique et tout. On se connecte avec leur logiciel qui contient la liste des rendez-vous avec les coordonnées des patients. Donc, c'est ça qui est la beauté. C'est que 30 minutes, quand c'est à chaud, après le rendez-vous, c'est automatique. On envoie, le patient reçoit une communication qui vient vraiment de l'entreprise et non de nous.
aux couleurs de la clinique. Là. Aux couleurs, oui. Puis c'est comme ça qu'on va collecter le feedback. Puis on le redonne à la clinique sous forme de beaux tableaux de bord pour les gestionnaires, c'est pas des super techies, là, donc il faut rendre ça facile, simple pour eux. Oui. Pour que s'il se passe de quoi, il y a un flag, tu sais qu'il y a un patient qui n'est pas content, tu ferais mieux de le contacter comme rapidement pour parler de la situation. Puis tu as son feedback tout de suite, fait que tu sais quoi adresser dans l'appel. Puis de l'autre côté, ben, c'est que ça va générer plein de beaux témoignages qui peuvent aussi, ben, qui sont redirigés au personnel à l'interne. Fait que ça, c'est tellement cool. Les gens, ils adorent, mettons, les médecins ou les infirmières ou tous les professionnels, ils reçoivent les beaux commentaires à l'interne. Ça, on se le fait dire tout le temps, ils adorent. Puis s'il y a un jour que ça marche pas, on se le fait dire. Oui. Okay, ouais. Mais là, on va parler de, tu sais, parce que là, je vais mettre mon chapeau de coach là, en stratégie. Là. La majorité des entreprises, quand ils définissent une stratégie, tu sais, je dis tout le temps, il y a 3 modèles de croissance, OK? Fait que soit que tu es un Steve Jobs de ce monde, puis tu vises de l'innovation, puis tu es un thought leader, puis tu transformes, puis tu amènes des nouvelles façons de faire. Deuxième élément, tu es un Walmart de ce monde, donc tu es dans de l'excellence opérationnelle, de l'efficacité du volume, puis plus bas prix garanti. Ou le troisième, tu es customer-centric. Tu es centré sur le client. Et quand j'amène ces principes-là dans les organisations, la plupart du temps, ils vont tous choisir on est customer-centric parce qu'on est une PME, parce qu'on est concentré sur le client, parce que, tu sais, là, je dis, le mesurez-vous. Et là, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un chat qui le mesure. Ah, ça, c'est drôle parce que la quantité de gens que je rencontre qui me disent mais nous, on est les meilleurs. Je suis comme OK. Mais tout le monde me dit ça. Tout le monde ne peut pas être les meilleurs. Tu le mesures exactement comme toi. À vous, ça me fait rire. Ça me fait capoter. Ouais. Ça me fait capoter. Ah, nous autres, on est super bons en expérience client. Tu le mesures-tu? Ah non, mais je le sais qu'on est bon. Je le sais, c'est ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est tellement drôle. Moi, c'est là que je vais dire, hey, break, là, time out. Là. C'est avant de dire que tu es bon, mesure-le. Démontre que tu es meilleur que ta compétition, démontre X, Y, Z. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une plateforme comme tu crées là. Puis que moi, je t'ai beaucoup référé dans les dernières années. Je sais que j'ai une de mes clientes, France, des plomberies Mascouche, qui vous utilisent, qui adorent votre plateforme. Puis justement, ça a été un game changer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de services. Il n'y en a plus. Fait qu'aujourd'hui, si c'est un humain qui prend le téléphone et peut dire, vous êtes venu chez nous ce matin puis on voit que vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... C'est comme, on va dire, c'est la base, mais la moitié du monde ne le fait pas. Oui, exact. Pourquoi, selon toi? Ben, je pense que la COVID a été dure pour beaucoup d'entreprises. Là. Les clients sont devenus un petit peu plus demandants, sont devenus un peu plus méchants. Puis je pense que ça a été... En tout cas, c'est ce que j'entends. Puis je rencontre quand même beaucoup de chefs d'entreprise. Mais ça a été vraiment dur, la COVID. Je pense qu'il y en a qui ne se sont pas encore relevés à 100%. Il a fallu que tu renvoies plusieurs personnes pour devoir en réembaucher. C'était devenu une phase d'hypercroissance pour beaucoup d'entreprises. Pardon. Non, c'est correct. À tes souhaits. Fait que ça a été super difficile comme période. Il y a beaucoup aussi il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui fait que des fois, c'est dur de... Mais je pense pas que j'ai la réponse de pourquoi exactement. Je pense qu'il y a aussi un biais cognitif que tout le monde pense justement qu'on est meilleur puis qu'on n'a pas besoin de le mesurer parce qu'on le sait. D'un autre côté, je pense qu'on veut pas avoir la vraie réponse aussi. Ça m'est arrivé d'onboarder ça m'est arrivé de convaincre des entreprises que, tu sais, let's go, on l'essaye, Input Kit, pour que 2 jours après, ils me rappellent quasiment en pleurant, de genre, arrête ça, je suis plus capable d'avoir des commentaires. Je suis comme, OK, fait que toi, t'as mieux vivre dans le déni, là, c'est ça qui se passe? Fait que je pense que c'est une culture aussi, c'est comment tu le prends, la critique, tu sais, tu veux-tu savoir ou t'es mieux de dire, ah non, moi, je veux pas savoir, c'est mieux de même. C'est pour ça qu'Input Kit, on ne fit pas avec tout le monde. Ceux qui veulent se mettre la tête dans le sable, appelez-nous même pas. Il n'y aura pas de fit, là, du tout. Oui. Puis nous, ce qui est le fun, c'est que quand tu onboard avec nous, on te mesure à tes compétiteurs de façon anonyme. Fait que tu peux le savoir si tu es vraiment bon ou pas. Puis ça fait 2 ans qu'on a sorti notre prix Excellence Client, qui est comme un peu le choix du consommateur. Puis nous, c'est vraiment sur une écoute sur 12 mois, puis on te benchmark à tes vrais compétiteurs locaux au Québec. Donc, ceux qui offrent l'excellence, on le sait, puis on leur remet des prix à chaque année qu'ils peuvent mettre dans leur communication. Puis éventuellement, j'ai la vision que ça va devenir reconnu comme le choix du consommateur, que les consommateurs recherchent ce symbole-là pour les mettre en confiance. C'est ça un peu ma vision, c'est qu'un jour, ils vont comprendre que nous, c'est basé sur des meilleures data, puis on n'est pas payé en échange pour avoir eu ce prix-là. Mais, fait que voilà. Wow, oui, c'est ça.
Puis, tu sais, dans le fond, comment... Fait que oui, tu as raison, la COVID a fait un effet... C'est difficile, tu sais. Je trouve que les entreprises, suite à la COVID, ça l'a pas... c'est peut-être pas autant, tu sais, une exécution sans faille, là, j'appelle ça, là, en anglais, on dit flawless execution, là, mais tu sais, c'est pas autant, ça coule pas autant. Puis oui, des fois, c'est vrai que tu veux pas les avoir, les commentaires, mais tu sais, en même temps, moi, comme coach en hypercroissance, tout ce qui se mesure s'améliore. Exact. Puis si tu décides que tu es bon dans l'expérience client, puis c'est comme ça que tu te démarques et ta proposition de valeur unique vient de ton service client, bien, mesure-le, améliore-le. Et c'est quoi les plus gros constats ou les grandes tendances que vous voyez dans votre data? Tu veux dire pour les résultats, là, tu sais, mettons, parce que, tu sais, comme, tu sais, quand tu mesures l'expérience client, tu dois la mesurer de plusieurs façons. Ouais. Mais qu'est-ce qui revient tout le temps? Ben, mettons, dans le domaine de la construction, c'est ça qui me vient en tête, là. En fait, nous, on a comme 2 grosses branches. On a la santé puis la construction. Fait que dans la construction, c'est souvent des trucs mineurs. Puis, tu sais, c'est souvent ça, les insatisfactions. On pense que c'est des grosses affaires, mais c'est rarement ça, là. Tu sais, l'insatisfaction qu'on voit le plus dans la construction, c'est genre, ben, le technicien, il est rentré avec ses bottes puis il a salé notre plancher. Fait que là, on est en crise, puis non. Ouais. Fait que c'est des petits détails comme ça qui font que, ben, si tu n'avais pas une input kit, tu ne saurais pas que ça l'a fâché le client. Tu n'aurais pas pu former ton équipe que quand on arrive chez les clients, il me semble que c'est la base, mais on enlève nos bottes puis on s'assure de laisser la place aussi propre que quand on est arrivé. Puis, fait que c'est... Souvent, on pense que comme, ouais, mais moi, quand mon client n'est pas content, je le sais. Quand c'est des insatisfactions majeures, je suis d'accord. Il va t'appeler, mais comme 95% du temps, ce qu'on voit, c'est que c'est des insatisfactions mineures. C'est des petits accrochages, des petites frustrations qui vont s'accumuler s'ils ne sont pas gérés. Alors que si c'est géré tout de suite en amont, puis que tu gères ça, tu appelles le client, tu t'excuses, tu le fais sentir important, bien, ça change tout. Là. Ça désamorce les situations, ça fait que tu perds beaucoup moins de clients. Tu deviens proactif aussi, tu sais, non pas réactif. C'est ça la plupart du temps. Bon, un de mes meilleurs clients, là, Robert, pour ne pas le nommer, là, c'est un gros des magasins d'électro à Sherbrooke. Oui. Puis ce monsieur-là, dès que je l'ai rencontré, je savais qu'il y avait un fit incroyable de valeur que l'excellence client et tout. Puis lui, là, il a tellement bien implanté une PutKit. 20 minutes, c'était son maximum s'il y avait un client qui n'était pas satisfait de sa livraison d'électro dans son domicile, quoi que ce soit. 20 minutes plus tard, maximum, il y avait un appel à ce client-là. Pense-y, là, comme en ce moment, ce qui arrive, c'est que tu te fais livrer, ta laveuse, ils l'ont pas plugué, ou ça ne fit pas, ils ont accroché ta porte, là, tu es en crise, tu remplis un sondage que personne ne lit. C'est ça un peu l'expérience aujourd'hui. Oui, oui. Là, tu vas chez eux, souvent ça se passe bien, là, mais comme quand ça se passe pas bien, c'est là que tu as besoin de personnes, de suivi. Tu te fais appeler maximum 20 minutes après avoir répondu au questionnaire. Donc là, tu sais que j'ai pas rempli ça pour rien. Je suis important pour eux. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de m'écouter. Souvent, juste ça, 90% de la situation est désamorcée. Là. Après ça, OK, on vous offre un petit rabais ou quelque chose. Ça, c'est un petit bonbon de plus, mais c'est pas ça le plus important. Là. C'est toute la proactivité. Puis es-tu d'accord, Philippe, que toutes ces affaires-là, c'est pas des affaires qui coûtent cher, là? Non. Puis, mais même si ça coûte cher, le retour sur investissement sur ça, il est incroyable. Nous, on a des clients qui ont commencé que c'était comme InputKit, on va gérer ça 1 heure par semaine, puis c'est rendu qu'ils ont 2 employés temps plein là-dessus. Parce que pour eux, c'est un investissement, mettons, de 120 000 par année, les 2 employés de plus, pour augmenter leur chiffre d'affaires de 2 millions de plus parce que leur service est incroyable, leur NPS ils ont augmenté, leur reviews va chercher plus de clientèle. Okay. Oui, c'est ça. Quand on parle de NPS, la définition, c'est le Net Promoter Score. Peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut dire par ça. C'est l'indicateur le plus utilisé et mesuré à travers le monde par les entreprises. Et essentiellement, ça reflète à quel point tes clients vont te référer de façon naturelle, organique. C'est tout le temps la même question qui vient le mesurer. Donc, sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi les chances que tu nous recommandes? 0 étant vraiment pas probable, arrête de me gosser. Puis 10 étant, je te réfère déjà à tout le monde, vous êtes les meilleurs, merci. Puis selon la réponse, on a 3 catégories d'NPS. On a les 0 à 6 qui sont les détracteurs. C'est assez explicite. Là. Tu veux gérer ça rapidement. C'est des clients que si tu ne les gères pas, ils vont parler dans ton dos à tout le monde. Ils vont laisser des reviews négatifs. Ça va te voler de la business beaucoup, beaucoup. L'autre extrême, c'est les promoteurs. Donc 9-10, c'est tes meilleurs vendeurs, en fait. Moi, je les appelle comme ça. Là. C'est tes ambassadeurs. Ils vont te référer, ils vont parler à tout le monde. Ça, c'est ta meilleure publicité. Il faut que tu investisses là-dessus. Il faut que tu en aies le plus possible.
Puis au milieu, les 7-8, c'est tes passifs. Donc, ils sont pas à gauche, ils sont pas à droite, mais c'est une belle opportunité de eux, justement, quand ils ont des petits pépins, si tu es proactif, ben après ça, tu peux les convertir en promoteurs puis en tes meilleurs vendeurs. Meilleurs vendeurs, c'est ça. Fait que ça, c'est une mesure, puis ça vient du livre, là, The Ultimate Question 2.0. Fait que ça, je pense que c'est comme, en fait, moi, je parle à nos auditeurs. Tu es un entrepreneur qui a une business, puis que tu penses que tu te différencies par le service, mesure-le. Mesure-le, puis tu vas être capable de te benchmarker à d'autres. Puis après, tu en feras la promotion. Puis oui, c'est un différenciateur de dire, nous, on a le meilleur service de notre industrie. Exact. Puis même si tu es vraiment le meilleur, il y a des journées que tu es rendu à 50 employés, 100 employés. Tu vas l'échapper des fois, c'est normal. Tu comprends? On est tous des humains. Oui. Fait que même si tu es le meilleur à Québec dans ton industrie, good for you, c'est bon. Mais après ça, je trouve que c'est arrogant de penser que tu vas être parfait tous les jours. C'est pas le cas du tout. Puis quand ça arrive que ton client, tu l'échappes puis que ton vendeur il a été super brusque ou, je sais pas moi, ton installateur il a accroché la porte parce que veut pas, ça l'arrive des fois, ben il faut que tu lui donnes une voix à ce client-là. Il faut que tu le sentes qu'il est écouté. Il faut que quelqu'un gère la situation. Fait que c'est pas juste une question d'être meilleur. Je pense que c'est une question juste de donner cette porte-là au client, de s'exprimer puis de leur faire comprendre qu'ils sont importants puis qu'on va actually faire quelque chose. Il y a tellement un avantage à faire ça actuellement dans les organisations post-pandémie. Il n'y en a plus de services. On n'est plus capable de parler des humains. Fait qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Ouais. Fait que là, on a compris le volet un peu business. Mais quand tu gères une business comme ça, il y a quand même le financement. Là, on parle d'une tech, on parle de, il y a différents modèles de financement. Fait que raconte un peu comment ça s'est passé pour toi. Oui, ben nous, on a pris le chemin qu'on appelle bootstrap. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est quand tu décides de t'auto-financer avec tes petits profits que tu fais au début. Mettons, l'opposé d'être bootstrap, c'est d'être financé par des investisseurs ou par des prêts à la banque ou quoi que ce soit. Fait que nous, on a pris le chemin avec le moins de risques possible, qui a des avantages puis des inconvénients. Le plus gros inconvénient, c'est que c'est long. Oui. Parce que, comme j'ai dit, tu investis, mettons, tu veux faire du marketing, ben, le seul profit que tu peux réinvestir, c'est ton très petit profit. Tu sais, quand tu commences, tu n'en as pas beaucoup. Mais en même temps, ça te force à être super efficient dans ta gestion parce que si tu n'as pas de profit, tu arrêtes de grossir. Donc, c'est ça. Nous, ça a été le chemin bootstrap qu'on appelle. Mais. Et pourquoi vous l'avez choisi? Tu regrettes-tu ou tu es content? Ou... Honnêtement, je suis vraiment content aujourd'hui parce que ça m'a forcé à être excellent comme tout le temps dans mes opérations. Oui. Quand tu es financé ou tu as des prêts, tu as tendance, je veux pas, à couper un peu les coins ronds. Puis comme, OK, ce qu'on appelle, tu burns du cash tous les mois. Donc, tu perds l'argent. Puis à un moment donné, tu te rends compte, OK, on n'en a plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait faire un autre ronde de financement. Il faut qu'on ait cherché un autre prêt. J'avais tellement de choses à apprendre dans ma première expérience que j'aimais mieux le faire sur mes termes à moi sans risque. Fait que je suis content de l'avoir fait. Si c'est à refaire aujourd'hui avec mes connaissances et ce que j'ai acquis, c'est sûr que je ne ferais pas ça. J'irais clairement prendre un levier, mettons un prêt ou un investisseur pour aller plus rapidement. Mais pour ma première business, je pense que c'était le meilleur move. C'est d'y aller à ma vitesse, aucune pression externe, aucun... Si ça ne marche pas, ben au pire, ça m'aurait coûté du temps, mais je ne vais pas devoir quelques millions. Il n'y avait pas le risque, exactement. Exactement. Puis, tu as développé aussi, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, et là, tu as quand même passé dans l'œil du dragon. Oui. Raconte. Mais ça, c'est récemment. C'était pas dans les débuts. Là, c'était l'année passée. C'était une de mes plus belles expériences professionnelles, clairement. Là, on a des retombées encore aujourd'hui. C'est la question que je me fais le plus poser, je pense, dans les 2 dernières années. C'est puis les dragons, ça vaut-tu la peine? Je devrais-tu le faire? Oui. Okay. J'ai fait un post LinkedIn récemment, puis je partage un peu tout ce que ça m'a donné, puis pourquoi je pense que tout le monde devrait essayer. Mais nous, on arrive dans une rencontre de vente. Les gens nous connaissent déjà. Où sont allés? Dans nos signatures courriels, c'est écrit il y a les dragons, il y a une capsule que tu peux aller voir. Donc, les gens. Parce que faut que tu fasses ton pitch de vente solide là-bas, là. Tu sais, quand tu tu passes au dragon. Mais je te dirais, c'est pas ça, parce que moi, mon passage, pour ceux qui l'ont regardé, c'était pas très pitch input kit. C'était pas ça du tout. Là. Puis je pense que c'est là que j'ai gagné. C'est que c'était très humain, très vulnérable, très. Je partageais tous mes échecs, puis je voulais comme servir un peu de modèle d'entrepreneur.
j'écoute Shark Tank, j'écoute toutes ces émissions-là, puis je trouve que c'est trop fake. Genre, ça fait 1 an, on est rendu à 10 millions, tout est beau, tout est facile. Je suis comme, c'est pas ça la vraie vie. Fait que moi, je voulais aller là, dire les vraies choses, montrer le côté plus vulnérable. Puis David, à la fin, il a dit, je pense que c'est mon entrepreneur coup de cœur la saison. Là. Fait que je pense que j'ai bien fait comment j'ai présenté mais tu as parlé avec ton cœur. Exact. Fait que c'est pas à cause que c'était un pitch de vente que ça nous aide, c'est parce que ça nous donne une crédibilité. J'arrive sur une rencontre de vente, les gens me connaissent déjà, on dirait, c'est quand on t'a vu au Dragon, c'est cool. Fait qu'au lieu de partir de OK, il faut qu'on se prouve, là, on est déjà prouvé, on est déjà crédible, maintenant, on peut se concentrer sur. Fait que le taux de closing est meilleur, on a des leads, veux pas, qui sont venus de ça, des belles entreprises québécoises qui nous ont vus à l'émission. Mais les plus grosses retombées, c'était vraiment après, même encore aujourd'hui, la crédibilité. La crédibilité. Oui. Puis tu as quand même une grosse offre, une belle offre. Ouais. Un des plus gros deals de l'histoire de l'émission au Québec. Fait que tu devais être pas mal bon. Ouais, ça a bien été. J'ai eu vraiment du bon feedback. On aime ça, on aime ça. Pas pour m'inventer, mais c'était. Puis, fait que tu sais, dans le fond, s'il y a des jeunes ou des gens qui hésitent, de ne pas hésiter d'aller dans l'œil du dragon, ça donne de la crédibilité. Exact. Ça nous permet justement de se faire valoir. Je me rappelle à Annie Rouleau aussi, qui est passée dans l'œil du dragon au Québec et aussi au Canada. Puis veut pas, c'est une belle carte de visite, une belle promotion, une belle occasion de se faire connaître. Puis de comprendre que, tu sais, mettons, surtout dans mon domaine, que c'est de la tech, va pas là pour montrer toutes tes features, puis c'est pas ça le but, là. C'est de montrer l'humain, le parcours, tu sais, faut que tu aies une histoire à raconter. Puis si tu as quelque chose à raconter, même si ton produit est au début ou vraiment tard, peu importe, vas-y, là, essaye-toi, là, c'est sûr. Oui. Ouais. Ça a eu des belles retombées. Puis là, est-ce que vous êtes en hyper-croissance en ce moment, InputKit? Je ne sais pas c'est quoi la définition d'hyper-croissance, mais c'est de la croissance accélérée, plus de 20 par année. On est comme à 50 par année. Fait que j'imagine là-dedans. Que oui. Oui, t'es là-dedans. Fait que, ça grossit de plus en plus vite, mais c'est surtout que l'équipe est tellement importante dans le sens que au début, je faisais tout, j'avais de la misère à être constant, mais là, j'ai trouvé c'est quoi que j'aime faire, c'est quoi mon X. Puis j'ai des gens autour qui sont vraiment bons dans leur domaine respectif, puis ça me complète. C'est ça la clé, je pense. C'est quoi ton X? C'est un mélange de beaucoup de choses. Je pense que je touche aux produits, je vais sur des podcasts, je rencontre des futurs employés, je me crée mon pipeline de recrutement potentiel. C'est un peu de tout. Mais comme il y a des choses que j'aime moins faire, mettons avoir une checklist le matin puis d'être trop structuré, ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça me lever le matin. Aujourd'hui, je me sens inspiré de faire telle chose. C'est là que je vais apporter le plus de valeur à la business, c'est sûr. Puis ça, tu es capable de le faire quand tu as d'autres mondes qui gèrent un peu la paperasse du quotidien. Oui, fait que ça, Fait que ça, je suis vraiment content d'être rendu là. Mais ça a été tout un cheminement. Puis pendant des années, moi, chaque année, j'avais comme des mini-dépressions parce que justement, je n'étais pas sur mon X. Je faisais les choses par nécessité. Puis ça me coûtait cher en énergie. Puis ça me rattrapait tout le temps. Alors que là, aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre de vacances. Tu sais, j'en prends pour faire un peu plaisir à mes amis ou à ma famille ou à ma blonde. Avec 2 jumeaux, t'as pas le choix, là. Ouais. T'as pas le choix, là. Mais tu sais, dans le sens, je pense que quand tu sens que tu as besoin de vacances, c'est un red flag que tu fais pas la bonne chose, je pense. Sérieusement. Oui. Alors que moi, en ce moment, mon quotidien, la semaine, c'est ce qui me donne le plus d'énergie. Je me sens vivant. Je me vois pas vouloir prendre des vacances pour m'en aller de ça. Mais avant, c'était pas ça parce que mentalement, j'étais épuisé, j'étais pas sur mon X. Je faisais beaucoup de choses qui me drainaient alors que là, j'essaie de mieux identifier c'est quoi qui me donne l'énergie, c'est quoi qui me draine, puis de choisir plus intelligemment où est-ce que je vais mettre mon temps. Oui. Pour bien doser, puis être là présent pour les gens que t'aimes. Puis, tu sais, il y a tout ça aussi. Oui, là. Aussi. Là, tu as refait comme tel la programmation de la plateforme avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Oui. Raconte un peu. Oui, ça, c'est toute une affaire. Là. Je suis comme dans une communauté de fondateurs, puis le monde disait que j'étais un peu fou d'avoir fait ça, mais c'est qu'avec l'intelligence artificielle, maintenant, tu peux. La place que ça a eu le plus d'impact, c'est pour développer des logiciels. On avait une belle plateforme qui fonctionnait bien, mais on avait beaucoup de dettes techniques. Ce qui veut dire pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand tu as choisi, mettons, une technologie, puis elle a mal évolué au fil du temps, tu accumules tous ces retards-là, puis à un moment donné, je savais qu'il fallait rebâtir un petit peu notre visuel et la technologie. Est arrivé l'intelligence artificielle, c'était le moment parfait de rebâtir avec les bonnes bases.
Puis c'est fou comment on a rapidement rebâti ce qu'on avait en beaucoup mieux. Mais c'est surtout qu'on a mis de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle AI First, comme partout dans la plateforme. Donc, quand c'est le temps de répondre à tes avis Google ou quand c'est le temps de remercier ton client qui a répondu au sondage, au lieu que ça te prenne 1 minute ou 2 chaque fois, mais maintenant, tu as des réponses qui apprennent un peu ton style d'écriture puis qui vont te le proposer pour faire sauver du temps, d'être plus efficace. On en a mis partout de l'intelligence artificielle. Même quand tu rédiges tes sondages, ça va t'aider à traduire, ça va t'aider à faire plein de choses. On a presque terminé notre transition. Là. Cette année, on va migrer tous nos clients vers la nouvelle plateforme pratiquement. Nouvelle plateforme. Fait que ce que tu as dit tantôt, là, rapidement, avant qu'on commence l'épisode, tu as dit ce que j'ai bâti en 8 ans, je l'ai refait en 4 mois, genre. Oui, mais c'est aussi parce qu'on a cette expérience-là qu'on a acquise en 8 ans. Oui. Que, tu sais, on avait des problèmes aussi de performance. La plateforme, elle devenait de plus en plus lente parce que, on a des dizaines, des centaines de millions d'informations dans notre base de données. Là, on a pu rebâtir ça beaucoup plus vite, mais beaucoup plus solide aussi. Puis l'intelligence artificielle, c'est juste tellement plus rapide. Là. C'est fou. Oui, puis j'imagine un jeune comme toi, crinqué, là, tu dois l'utiliser pas à peu près. Oui, mais je trouve que c'est dangereux parce que, puis je sais pas si tu veux qu'on en parle. Oui, mais j'aimerais ça avoir ton opinion parce que, tu sais, moi, je suis un peu ma tante là-dedans. Là, je l'utilise, là, mais j'ai sûrement pas la même vision que toi. Là, mais comment tu vois ça? Parce que, tu sais, tous les développeurs, dans les 20-30 dernières années, on a appris à la dure. On a appris que ça marchait pas, puis c'était tough. Fallait que tu te casses la tête, fallait que tu réfléchis. Puis là, aujourd'hui, tu cliques sur un bouton, tu fais un prompt, puis changes ton code, genre big time, 20 fois plus rapide qu'avant. Mais les nouveaux, les juniors qui commencent aujourd'hui, qui sortent de l'école, ils n'ont pas ce bagage-là. Je sais pas ce que ça va faire pour de vrai. Là. Genre, nous, ça nous aide, c'est le meilleur outil du monde parce qu'on sait c'est quoi qui fait de la qualité, on sait comment bien faire du code, on sait qu'est-ce qui est scalable, qu'est-ce qui va marcher dans le temps, évoluer dans le temps. Mais ça va être tellement dangereux pour les jeunes qui n'auront jamais eu à se casser la tête, qui vont faire des trucs tout croche, qui vont briser tout le temps. Ça m'inquiète. Oui, je comprends. Ouais. Ça prend des connaissances pareilles à la base pour bien alimenter la bête. Oui. Mais je pense que c'est un peu la même chose dans tous les domaines. C'est exemple, tu fais de la rédaction d'un livre, ben maintenant, c'est tellement rendu facile. Fait que tu n'auras plus à te casser la tête. Je pense que tu peux extrapoler dans plein d'autres sphères, mais le développement, c'est lui que je vois le plus au quotidien. Oui. Puis dans tout ça, Philippe, tu as quand même un goût d'influencer les jeunes aussi, hein, de donner au suivant. Ouais. Fait que parle-nous un peu de ton coaching que tu fais avec ces District 3. District 3, mais j'en fais aussi au développement, au DEL, au développement économique Longueuil, puis j'en fais plein à mon compte, même trop souvent gratuitement, mais pas trop souvent, mais c'est que là, je manque de temps, là, c'est comment tu sais comment c'est. Oui. Mais j'ai toujours eu ce côté-là, j'ai toujours aimé aider, excuse. Puis tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. J'ai acquis tellement un background, j'ai fait tellement toutes les erreurs possibles du monde sur quoi ne pas faire. J'ai envie de pouvoir redonner puis d'aider. Puis ça me... Fulfill en français, j'oublie tout le temps ce mot-là, mais ça me remplit vraiment. C'est ça. Je sors de ces rencontres-là, ça m'épanouit. Ouais. Je me sens comme sur mon X, je fais exactement ce que je suis supposé faire dans ce monde. C'est comme ça que je me sens quand je finis mes rencontres de coaching. Fait que c'est ça. Je coach dans différents programmes. Exemple, validation, c'est tu pars d'une idée, tu veux valider que le marché est bel et bien présent pour ton idée. Ça, c'est le programme validation. Après ça, tu as un programme plus Launch and Grow. C'est une fois que tu as tes premiers clients, mettre en place toutes les stratégies de vente et tout pour accélérer. Puis juste en général, il y a des gens qui m'écrivent suite au Dragon, suite à mes podcasts. Hey, ça me parle tellement ce que tu me dis, je me sens un peu perdu, j'ai une idée, je sais pas trop. Viens-t'en sur Zoom, on va parler. Puis il y en a là-dedans que c'est devenu mes très bons amis, puis il y en a là-dedans que c'est devenu du monde que je coach quand ils jugent que c'est nécessaire ou peu importe. Là. Fait que ça, j'adore ça. Ouais. T'adores ça, hein? Ouais. Ouais. Oui, parce que, tu sais, son compte, tu sais, t'as quand même quasiment une quinzaine d'années d'expérience, malgré ton jeune âge. Ouais. Puis t'aimes coacher les jeunes aussi, hein, qui veulent être fondateurs puis qui sont pas un peu passés par un parcours atypique comme le tien. Ouais. Ben, je veux les aider, mais je veux aussi inspirer. C'est un peu pour ça que je vais sur des podcasts. Puis, tu sais, moi, mon rêve, c'est d'être le plus jeune dragon à l'émission dans l'œil du dragon. C'est comme un peu ça mon objectif, mon rêve. Parce que je sens que je suis capable d'inspirer puis de partager mon parcours plus pragmatique, plus terre à terre, d'entrepreneur qui se prend pas nécessairement pour un autre puis qui l'a pas eu facile, qui vient pas d'une famille entrepreneur pour
pour montrer comme modèle de genre, peu importe tu viens d'où, là, écoute, c'est possible, puis il y a un autre chemin qui est possible que d'aller à l'école, puis de... C'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui, justement, qui se cherchent puis qui sont comme ça. Moi, j'ai envie de plus, je sais que je suis capable de plus, j'ai quelque chose à prouver, puis je sais juste pas comment m'y prendre, mais je veux servir un peu d'exemple. C'est ça ma mission. Ta mission, c'est ça. Puis, comment tu évalues les jeunes aujourd'hui? Tu sais, toi, tu as eu ta période de... Tu sais, est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dans des décisions, qui n'osent pas? Tu sais, on a-tu une génération anxieuse? Tu sais, comment... J'ai pas assez un gros échantillon pour ça. Moi, ceux qui reach out puis que je prends du temps avec, c'est une minorité, je pense. C'est des jeunes... allumés, qui veulent... C'est pas pour discriminer ou quoi que ce soit, mais quand on fait un meeting, je donne des action points puis que tu prends pas de notes, la prochaine fois, tu m'en reparles pas. C'était la dernière fois qu'on se parlait. Là. Moi, j'aime pas perdre mon temps. Fait que les gens que je coach, c'est pas la majorité, c'est du monde sharp, allumé, qui ont le couteau entre les dents. Cet échantillon-là, je vais te dire, on a une très bonne jeunesse. Là. Je veux dire, ça va être super bon le Québec plus tard. Fait que, mais j'ai pas un échantillon assez représentatif du Québec. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, un entrepreneur SaaS, mettons, est-ce que tu te vois qu'il y a plus de moyens que toi à l'époque? Eh boy. Oui. C'est pas juste du positif, par contre. En ce moment, le marché du SaaS est un peu en crise avec les AI. Là. Parce que ce qui a toujours fait qu'un SaaS fonctionne bien, c'est l'inaccessibilité d'avoir des ingénieurs ou des développeurs. Oui. Qui faisait que tu pouvais te permettre d'avoir un produit avec un prix puis de le revendre à des milliers de personnes. Alors que là, aujourd'hui, avec les AI, tu vas pouvoir avoir de plus en plus de compétition, les prix vont descendre. Est-ce que tu as plus de moyens? Oui. Est-ce que le marché, tout est vert? Non, je pense pas. Oui, c'est parce qu'il y a une démocratisation, ça devient quasiment une commodité. C'est ça. Il n'y a plus d'exclusivité reliée à ça. Fait qu'il faut que tu te différencies d'une autre façon. Ta stratégie go-to-market va être la clé pourquoi tu vas réussir ou pas. Là. Le go-to-market, c'est comment tu commercialises ton service client, comment tu es capable de tout le temps faire plus que juste bâtir un outil que c'est du input puis du output. Là. D'où viennent tes inspirations à toi? Je sais pas. Mes inspirations. Tu sais, je veux dire, tu sais, comme tantôt, tu disais, tu avais découvert telle personne sur LinkedIn. Tu sais, à un moment donné, tu as découvert une certaine curiosité. Tu sais, tu as découvert tout ça. Fait que d'où viennent tes inspirations? Est-ce que tu lis encore beaucoup? Y a-tu des podcasts que t'aimes? J'aimerais ça savoir, c'est qui tes influenceurs à toi, là? Tu sais, tes inspirations? J'écoute beaucoup de podcasts, pas mal tous aux États-Unis, par contre, mais de plus en plus, j'essaie d'écouter des podcasts québécois. Mais je lis beaucoup. Mes mentors, au début, ça a été très... tu sais, on dit que t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Moi, ce cercle-là, pendant longtemps, a été des gens virtuels. Des livres, des mentors, des podcasts. Donc, je me suis forgé vraiment un mindset très américain, très performance, entrepreneuriale et tout. Là, avec le temps, j'ai la chance de rencontrer comme des entrepreneurs avec, mettons, Simon de Workly, puis j'avais un lunch avec le président de Lightspeed cette semaine. Genre, tu sais, des exemples québécois incroyables d'entrepreneurs que tu n'as pas nécessairement accès au début. Mais mes inspirations, je sais pas, je pense que j'ai tout le temps eu comme une drive qui vient. Ouais. Je pense que je voulais me prouver aussi au début beaucoup. Puis là, aujourd'hui, ça s'est transformé plus en genre, je veux bâtir la meilleure équipe, puis d'avoir du fun, puis de redonner. Oui, redonner. Puis où va être Input Kit dans 10 ans, selon toi? Je pense qu'on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans, souvent. Fait que ma réponse sera clairement pas bonne, mais comme 100 millions de chiffres d'affaires, méga grosse équipe, répartie dans différents pays. Mais surtout, c'est d'avoir du fun encore. Oui. Puis de garder cette business-là au Québec. Oui. Ouais. Là, vous en allez conquérir justement d'autres marchés cette année. Oui. On s'en va très atypique, là, mais Moyen-Orient, Golfe arabe, puis après ça, États-Unis. Fait que c'est ça le but 2026, c'est de prendre ce qui fonctionne bien ici. Le Québec est un très beau bac à sable pour commencer n'importe quel projet. Mais après ça, là, si tu veux vraiment faire du revenu intéressant, il faut que tu sortes du Québec, c'est sûr. Fait que c'est notre objectif cette année. Puis on vient d'engager 3 personnes hier. Nice. Ouais, pour ça. Super. Philippe, est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais aimé qu'on discute, mais qu'on n'a pas eu la chance, des choses qui sont. Ou un message important à passer à nos auditeurs? Non, je pense qu'on a fait le tour. Comme je dis pas mal ce que j'aime dire dans les podcasts, c'est que s'il y en a qui veulent du coaching ou qui ont des questions, ils veulent me parler, je suis super disponible. Là. Écrivez-moi sur LinkedIn ou quoi que ce soit. On prendra un moment sur Zoom. Mais on a fait un bon tour, je pense.
Oui. Puis, sachez aussi, pour ceux qui nous écoutent, que toute l'information de Philippe et de Input Kit, l'entreprise, va être dans les notes de l'épisode. Donc, sous l'épisode, on va tout mettre l'information que tu veux là pour aider justement nos auditeurs à avoir un service client qui mesure et qui améliore. C'est ça la base. Ouais. Ouais. C'est un autre message. C'est si vous êtes une entreprise qui pensez que vous êtes les meilleurs, ben, tant mieux, mais écrivez-nous, on va le mesurer. J'adore. Merci beaucoup, Philippe. Vraiment merci très inspirant comme histoire, parcours, etc. Puis je suis curieuse de te voir évoluer dans les prochaines années, puis je suis pas inquiète. Ça va être merci, magique. C'est gentil. Merci. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'Hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.